Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ou d'être restés pour nous écouter sur ce vaste sujet qui est le marché du réemploi et de la réutilisation des dispositifs médicaux. Avec un titre accrocheur, c'est un marché à élargir pour la santé de la planète parce que nous sommes dans la bulle French Care. Donc nous allons aborder ce vaste sujet avec deux experts de la question. Cécile Vaugelade, directrice technico-réglementaire du SNITEM, et Thomas Poirier, expert en économie circulaire, notamment des dispositifs médicaux. Donc je vais commencer tout d'abord à poser une question à Cécile. Afin que nous ayons un langage commun, pouvez-vous nous donner quelques définitions de quoi on parle ? Bonjour à tous et merci de cette invitation et d'avoir porté ce sujet. Alors effectivement, on entend parler de beaucoup de termes. Donc là, il y en a deux: réemploi, réutilisation. On entend reconditionnement, on entend retraitement, on entend remise à neuf, remise en bon état d'usage, réparation, etc. Et tous ces termes sont employés de temps en temps sans vraiment savoir ce qui se cache derrière. Et en fait, c'est aussi très dépendant du type de dispositif médical qui va être considéré. Donc si on segmente un petit peu les choses, le premier sujet, c'est les dispositifs médicaux à usage unique, qui, comme leur nom l'indique, sont faits au départ pour être utilisés une seule fois lors d'une seule procédure. Donc en général, ces dispositifs médicaux à usage unique, une fois qu'ils sont utilisés, ils deviennent soit des déchets d'activité de soins classiques, soit des déchets d'activité de soins à risque infectieux, parce que évidemment, ils auront été utilisés en invasif chez l'homme et donc sont potentiellement, très potentiellement, mais contaminés. Donc quand ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux, en termes de traitement du déchet, le sujet va vite. On a un encadrement très précis, évidemment, pour protéger les collecteurs et les personnes qui s'occupent du traitement. Par contre, effectivement, il y avait des pratiques, notamment en Europe, de réutilisation, enfin de retraitement par étape et de réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique. Et c'est un sujet qui est en train d'être évalué au travers d'une expérimentation qui sera bientôt lancée. Elle était prévue pour début novembre, mais peut-être qu'elle sera un tout petit peu décalée, sur une catégorie de dispositifs médicaux et pour vérifier la soutenabilité d'une filière française, puisque c'était plutôt une pratique pas mal développée en Allemagne, mais dans très peu d'autres pays, si on parle vraiment pragmatiquement. Et donc, en France, on va commencer par une expérimentation pour voir comment les choses peuvent avancer. Donc ça, c'était une catégorie de dispositifs médicaux. Si on regarde peut-être à l'autre bout de la chaîne, là on va parler d'équipements, de toutes les machines qui sont utilisées notamment à l'hôpital, dans les cabinets médicaux, dans les laboratoires de biologie. Et là effectivement, ces produits, de temps en temps, n'ont pas fini leur durée de vie prévue par le fabricant au moment où l'établissement, le cabinet, etc., souhaitent s'en débarrasser ou changer d'appareillage. Et dans ce cas-là, ce qui est prévu par le Code de la santé publique, c'est qu'on va parler de vente de seconde main, de vente d'occasion. Et là aussi, on a un encadrement qui vise tout simplement à sécuriser les choses, c'est-à-dire à s'assurer qu'au moment de la vente de ce dispositif médical d'occasion, on a toutes les informations qui rassurent sur le fait que l'équipement a été utilisé dans les bonnes conditions et surtout a subi toutes les maintenances, qu'elles soient préventives ou curatives, qu'elles devaient suivre. On a aussi un nouveau concept qui est arrivé dans notre cadre réglementaire ces dernières années, c'est la remise en bon état d'usage. Donc là, on va plutôt s'adresser à des dispositifs, à ce qu'on appelle à usage individuel, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés par un seul patient à la fois et peuvent changer de patient, mais ils sont utilisés par un seul patient. Et là, il y a un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place, là aussi, pour assurer le fait que la remise en bon état d'usage de ces produits puisse se faire dans de bonnes conditions et qu'on n'ait pas de problématique de sécurité. Dernière définition réglementaire, la remise à neuf. Mais là, la remise à neuf, comme son nom le laisse pressentir, c'est comme si c'était neuf. Donc, c'est une nouvelle certification, un nouveau marquage CE.
Donc vous voyez qu'il y a plusieurs modèles en fonction des dispositifs. Les choses se développent de façon assez importante ces dernières années et posent tout un tas de questions qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder et qui ne se résument pas à la sécurité du patient. Merci beaucoup, Cécile, pour ces définitions. Je vais maintenant donner la parole à Thomas Poirier. Pouvez-vous nous brosser en quelques mots le marché du réemploi des dispositifs médicaux aujourd'hui? Bonjour à tous, merci. Alors d'abord, moi je me considère aussi comme un start-upper parce que ça fait plus de 30 ans que je crée des entreprises et que ma légitimité ne vient que de mon expérience de terrain. Depuis 15 ans, j'adresse le domaine du médical et uniquement dans l'occasion. Pourquoi l'occasion c'est important? Si vous prenez une constante dans tous les marchés industriels, le seconde vie, le réemploi, l'occasion, c'est 30% de tous les marchés industriels. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas dans le médical, pour un tas de raisons. Mais à terme, il est évident que 30% des dispositifs médicaux seront issus du réemploi, du reconditionnement ou de ce genre de choses. Il faut savoir qu'il y a déjà des fabricants de matériel médical qui font du reconditionnement. Les plus gros et sur les plus grosses machines. Les scanners, les IRM, qui sont des appareils très polluants à fabriquer, sont rachetés systématiquement par les fabricants, General Electric, Siemens, les plus gros, et sont reconditionnés. Donc les fabricants le font déjà. Pas pour toutes les machines, pas sur tous les domaines, mais ça existe. C'est une activité qui est encadrée par la loi. Il n'y a pas de code du reconditionnement, mais dans tous les textes de loi concernant les dispositifs médicaux, on arrive à isoler des règles sur lorsque je fais de la maintenance, est-ce que j'ai le droit de prendre une pièce qui est équivalente ou est-ce que je dois prendre une pièce issue du stock des fabricants? Est-ce que j'ai le droit de revendre mon matériel médical d'un hôpital à un autre hôpital? Est-ce que j'ai le droit de revendre mon matériel médical à n'importe qui sur le marché? Finalement, en lisant les textes de loi issus du matériel neuf, on isole vraiment des dispositions. Donc c'est aujourd'hui assez encadré. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui en France, 85% des dispositifs médicaux n'ont pas de seconde vie. Et le créneau ou le credo qu'on pourrait tous avoir, c'est que du pouce-seringue à l'IRM, tous les dispositifs médicaux ont droit à une seconde vie. Merci Thomas. Est-ce que vous pourriez nous donner du quantitatif ou alors nous préciser où sont ces marchés de seconde vie pour les dispositifs médicaux? Alors sur la planète, je ne vais pas être très optimiste ou je ne vais pas vous donner des bonnes informations. J'estime qu'il y a à peu près 20 pays dans le monde qui achètent principalement, majoritairement, du matériel neuf. Ce qui veut dire que même en Europe, plus de la moitié des pays s'équipent en mix de matériel neuf et de matériel d'occasion ou reconditionné. Il est d'autant plus important pour ces 20 pays qui, et nous en faisons partie, s'équipent principalement en neuf, de considérer ça comme une ressource et d'en prendre soin. Aujourd'hui, les premiers marchés donc, sur le matériel médical d'occasion, ce sont les États-Unis. 80-90% de nos scanners et nos IRM, lorsque nous les changeons en France, sont rachetés et réinstallés sur le territoire américain. Les restes des dispositifs médicaux restent en Europe ou vont dans des zones, on va parler de l'Ukraine maintenant qui est en guerre, mais notamment en Pologne, vous avez un fort écosystème de sociétés de reconditionnement qui vont diffuser le matériel dans les anciennes républiques socialistes soviétiques, ce qu'on pourrait appeler l'ancien bloc de l'Est. Évidemment, les zones les plus pauvres, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, voient souvent uniquement la 3e ou la 4e vie du matériel médical quand il en a une. Merci. Je reviens à une question plus réglementaire. Cécile, est-ce que vous pouvez nous indiquer la réglementation qui est en vigueur en France et aussi nous parler de l'expérimentation que vous venez de citer à l'instant? Alors, donc j'ai brossé les grandes catégories de questionnement. L'idée étant qu'évidemment, ce qui sera recherché
évidemment, en priorité, c'est la sécurité du patient et le fait que le dispositif qui a une nouvelle vie rende les mêmes services que les autres. Et donc, c'est encore plus compliqué à concevoir quand le dispositif a lui-même été conçu pour une seule fois. Quand il a été utilisé pour une durée d'utilisation de 20 ans et qu'au bout de 10 ans, on ne l'utilise plus, on peut comprendre qu'il lui reste du temps. Donc la question du retraitement et de la réutilisation des DM à usage unique, elle va au-delà de simplement vérifier qu'il a été utilisé correctement. Oui, il a été utilisé correctement pour ce qu'il devait faire, une seule utilisation. Donc comment ensuite on vérifie que ce dispositif, qui normalement n'était fait pour être utilisé qu'une seule fois, peut être utilisé une nouvelle, une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième. Et ça passe par un certain nombre de vérifications. Alors déjà, en général, une décontamination, puisqu'on l'a dit, c'est plutôt des dispositifs qui sont invasifs. Donc ça, c'est une question de sécurité, ne serait-ce que pour les personnes qui vont s'en occuper. Et ensuite, on a tout un procédé et tout un processus, parce que évidemment, ce qui vaut le coup, c'est de retraiter des dispositifs un peu techniques et un peu complexes. On n'a pas d'intérêt à aller retraiter, enfin, on aurait une charge environnementale plus importante à retraiter un dispositif extrêmement simple, et on pourrait perdre d'ailleurs beaucoup en fonctionnalité. Donc, les entreprises qui vont s'intéresser à ce sujet-là vont devoir mettre au point tout un process de retraitement et de vérification de la fonctionnalité. Parce que évidemment, on ne peut pas se dire que là, dans le cadre de l'expérimentation, on va parler de cathéters d'ablation, de cathéters de diagnostic cardiaque, etc. On ne peut pas se dire ceux qui ont une seconde vie, qui sont remis à neuf quelque part, sont moins performants que les autres. Donc on a à la fois tout un process de traitement, de décontamination, voire de restérilisation, mais on a aussi une vérification que ces dispositifs médicaux rendent le même service. Donc ça, on a l'expérience de l'Allemagne, c'est ce que je disais. Il y a une société qui s'appelle Vanguard qui a développé son activité autour de ces sujets-là. Mais du coup, il faut comprendre que ce sont des process de traitement qui sont comme de nouveaux process de fabrication. Ce n'est pas une simple décontamination. Donc ça veut dire qu'il faut que les questions qui se posent soient différentes de si on partait de matières premières et qu'on assemblait. On sait qu'en Allemagne, ça fonctionne. Donc, du coup, l'expérimentation, elle fait suite en plus à un rapport de l'IGAS qui a été publié en début d'année et qui dit que pour commencer, puisqu'on est sur une expérimentation de 2 ans, faut partir sur ce qui est connu. Donc, c'est plutôt les dispositifs qui ont déjà fait la preuve qu'ils pouvaient être retraités qui ont été retenus. Et l'idée, c'est que donc un certain nombre d'hôpitaux se portent candidats pour fournir ces dispositifs déjà utilisés. Alors bien sûr avec des protocoles, on les garde, on les met de côté, on les met en sécurité quelque part, et après on les transmet à l'industriel qui va pouvoir les retraiter. Donc soit pour les remettre sur le marché de novo, quelque part. Donc, c'est la fameuse remise à neuf, le retraitement industriel. C'est un nouveau marquage CE, c'est un nouveau produit, c'est une nouvelle traçabilité. Soit en sous-traitance d'un hôpital. Et là, par contre, le flux reste entrée-sortie, exactement les mêmes dispositifs médicaux. Donc, il devrait y avoir autour de 4-5 établissements de santé qui pourront rentrer dans ce processus. Et la question, c'est est-ce qu'on va avoir des entreprises en face qui vont pouvoir se porter candidates, sachant qu'une des difficultés, encore une fois, c'est que l'expérimentation étant de 2 ans, s'il n'y a pas un minimum qui est déjà existant, ça paraît très difficile à atteindre. Donc, c'est le sujet dont on verra. Le décret est en cours d'écriture, donc on en saura plus dans pas très longtemps. Ce qui est aussi prévu, c'est que le consentement du patient soit recherché. C'est-à-dire qu'il sera informé et il aura un droit d'opposition. Et ça aussi, ça va être très intéressant de voir comment est-ce que c'est reçu pour un patient à qui on donne finalement la possibilité d'utiliser un dispositif qui a été fait à partir de matières premières ou un dispositif qui a été retraité. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de compléter cet exemple allemand qui est vraiment pertinent? Donc en Europe, 60% du matériel neuf est acheté à égalité par la France et l'Allemagne. Ce sont 2 marchés équivalents. Même nombre de population, même à peu priori dépenses en matériel neuf.
En Allemagne, un directeur d'hôpital, depuis 20 ans, revend systématiquement son matériel. C'est de la bonne gestion. En France, lorsqu'il y a 15 ans, j'ai commencé, que j'allais voir des directeurs de CHU, ils me disaient « Monsieur Poirier, le matériel d'occasion, s'il avait une valeur, je le saurais. » On le mettait à la cave, on attendait qu'il pourrisse un peu, et puis il y avait une visite de sécurité qui disait « Vous êtes gentil, mais là, en cas de problème, d'un incendie, vous me dégagez les couloirs. » C'est assez intéressant, c'est que, en fait, la principale différence entre le marché français et allemand, c'est qu'en Allemagne, vous avez un fort développement de la tierce maintenance. En France, vous achetez un dispositif médical, vous êtes quasiment obligé de prendre la maintenance fabricant. En Allemagne, depuis très longtemps, on met en concurrence l'achat, la maintenance, l'installation. Le développement de ces sociétés de tierce maintenance a fait qu'elles sont allées voir leurs clients, les hôpitaux, en disant « D'ailleurs, quand vous avez du matériel cassé, quand vous avez du matériel à réformer, je vous le rachète parce que moi, j'ai besoin de pièces. » On pourra parler de la pièce détachée, on n'aura pas le temps, mais effectivement, les fabricants aujourd'hui, dans leur modèle économique en France, en Europe, dans le monde, n'ont pas considéré que la fabrication de pièces était importante. Donc la seule source d'avoir de la pièce détachée, c'est de racheter du matériel, de le désosser, de récupérer ce qui est. Et la plupart du temps, la maintenance est faite avec de la pièce détachée d'origine fabricant, mais récoltée sur des dispositifs médicaux d'occasion. Évidemment, il faut la tester. Le sujet demain légal, ce sera de la certifier. Mais c'est très intéressant cette différence. Et effectivement, les tests en Allemagne sur j'ai un dispositif à usage unique, je l'envoie chez un prestataire qui me le stérilise, reconditionne et je le réutilise. La précision, c'est que pour l'instant, ils ont laissé ce système à l'interne de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est bien l'hôpital qui envoie du matériel chez un prestataire. Ce prestataire le renvoie au même hôpital. Il n'est pas remis sur le marché et revendu de manière externe. Merci. Merci. Vous vouliez compléter peut-être, Cécile? Oui, alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a les deux modèles en Allemagne, y compris justement la remise à neuf. Mais par contre, on vient d'apprendre que l'Allemagne se posait la question de revenir sur ce modèle. Le fabricant récupère des dispositifs et quelque part les retraite complètement comme de nouveaux produits et les remet sur le marché, pas directement au même hôpital. Donc on voit que malgré tout, c'est des sujets qui ne sont pas si faciles à adresser et il faut y aller étape par étape pour réussir à trouver le bon modèle. Merci. Thomas, est-ce que vous pouvez nous dire, en France, s'il y a des acteurs, nous donner des exemples? Alors, venant de dire qu'effectivement le marché était très structuré en Allemagne, eh bien en France, comme les utilisateurs de dispositifs médicaux n'ont pas l'habitude de chercher à le revendre ou de le remettre sur le marché de l'occasion, certains acteurs se sont développés, parfois contre les fabricants. Vous avez quelques sociétés isolées qui se sont développées notamment dans la tierce maintenance et le reconditionnement d'appareils de biologie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore d'acteurs, très peu sont structurés, très peu ont passé les ISO. Donc aujourd'hui, il y a toute cette tranche de société à vraiment structurer. Néanmoins, je pense que la pression RSE, Green, tout ce mouvement-là, fait que tous les acteurs et les fabricants se mettent à réfléchir à ce modèle de « je te vends et tu jettes après » et que l'on voit apparaître de nombreuses startups. Et je pense que ce sera peut-être notre conclusion. Je veux vraiment expliquer pourquoi est-ce que considérer la seconde vie pour une startup, c'est essentiel. Et ça permettra, s'il en a présent dans la salle, de vraiment pérenniser votre entreprise, de parler plus facilement aux investisseurs. Et voilà, mais je pense que ce sera la fin. Il nous reste 10 minutes. Effectivement, je vais peut-être vous demander de conclure, de donner un exemple ou quelque chose de clé à garder en tête, parce qu'ensuite, on va donner la parole à l'auditoire pour leurs questions. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Thomas, c'est-à-dire que cette question est une question qui monte très très vite. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 ans, nous, on n'était pas autant sollicités sur justement quel est le cadre, qu'est-ce qui peut être fait, comment on peut avancer. Donc ça, on peut témoigner du fait que c'est parti, la dynamique est lancée. Maintenant, il reste encore quelques étapes. Bon, donc on parle à des start-upers.
Je vais vous expliquer, on va parler en start-upper. Je crois qu'il y a 7 points lorsque vous devez présenter votre projet aux institutions, aux financeurs. Alors on va les prendre pas un par un, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que vous allez inventer le nouveau dispositif médical qui va sauver tout le monde sur la planète que vous avez le droit de ne pas prendre en considération qu'il y a une planète et utiliser ses ressources. Si vous intégrez la problématique de la seconde vie dans votre projet, d'abord, vous allez avoir une bonne image auprès des financeurs. Et vous avez entendu parler maintenant, la moitié des fonds se dirigent uniquement vers des activités green. Votre modèle économique, vous allez pouvoir expliquer que vous allez produire plus longtemps, vous allez pouvoir amortir vos machines, vous allez produire de la pièce détachée. Parce que qui dit prolonger la durée de vie, dit qu'on a un besoin en pièces détachées. En termes de communication, votre image auprès des acheteurs au sein des hôpitaux de votre produit, évidemment qu'elle sera meilleure, et surtout, ils vont être soumis à bilan carbone. Donc demain, entre le choix entre 2 machines, celle qui me coûtera moins cher en bilan carbone, de temps en temps, ils auront des arbitrages à rendre. Une barrière à l'entrée, ça on vous en demande toujours. Quelle est votre barrière à l'entrée? Eh bien moi, monsieur, j'ai travaillé ma seconde vie, donc j'ai créé une valeur marchande à ma machine d'occasion. Et lorsque mon concurrent va arriver et que je serai au moment où je renouvelle ma gamme auprès de l'hôpital, eh bien je pourrais dire à l'hôpital, ah oui, mais attendez, moi je suis susceptible de vous racheter la machine parce que j'ai une solution pour la deuxième vie. Donc ma nouvelle machine, elle coûte moins cher que celle de mon concurrent. Vous pourrez aussi utiliser ce second marché comme un test marketing. Tiens, je vais peut-être m'implanter en Pologne. Tiens, je vais peut-être m'implanter en Espagne. Je vais voir si ça fonctionne et je vais peut-être utiliser ces appareils reconditionnés pour tester ce marché. Et enfin, la plupart du temps, vos dispositifs médicaux ne seront plus vendus directement, mais seront financés. Et les banques, les organismes de financement, les sociétés de leasing qui vous accompagneront dans la commercialisation, elles préféreront toujours un dispositif médical qu'elles puissent revendre à terme. Ça coûte moins cher et c'est un peu la parabole entre les voitures allemandes et les voitures françaises. Lorsque vous en prenez une en location, on vous propose une voiture plus importante, d'une meilleure gamme en Allemagne parce que la valeur de revente, tout simplement, est plus importante, la cote de l'occasion. On peut terminer sur un petit exemple. J'ai un de mes clients qui est venu il y a 6 ans me voir en me disant « Écoute, sur mon marché, je suis nouveau et le leader, il vend des machines à 100 000 euros et moi, je voudrais vendre ces machines à 100 000 euros. Mais lorsque j'essaye de conquérir un nouveau client, il m'explique que oui, mais la machine à 100 000 euros, au bout de 5 ans, elle cote encore 25 000 euros. Combien vaut la tienne? Il me dit « Je n'ai pas de cote sur le second marché. Qu'est-ce que je dois faire pour travailler cette cote, cette valeur ?» On a mis en place une stratégie. 3 ans après, il était numéro 2 en valeur sur le marché de l'occasion. Dans les 24 mois qui suivaient, il était numéro 2 en vente de matériel neuf. Tout simplement parce qu'il pouvait dire à ses clients « Moi aussi, j'ai une gamme à 100 000 euros et vous inquiétez pas, alors je ne serai pas à 25, mais je serai à 22 dans 5 ans. Et les 3 000 euros, on s'arrangera commercialement. » Donc c'est vraiment, de mon point de vue, essentiel et surtout pour les matériels neufs. Merci. Merci beaucoup, Cécile et Thomas. On va vous donner la parole dans l'auditoire. Je fais passer le micro. Nous avons 5 minutes d'échange ensemble. Tout d'abord, vraiment, merci beaucoup pour votre intervention parce que moi, c'est un sujet qui me fait hurler et qui me tient vraiment à cœur. Je suis professionnelle de santé, j'ai travaillé 20 ans à l'hôpital et tout le gâchis que j'ai vu, ça me... Voilà, même quand j'en parle, je suis encore pas bien, vraiment. Et je vais vous donner des chiffres parce que vous parliez de chiffres tout à l'heure. Moi qui travaille à la pharmacie, j'ai eu à gérer justement tout ce matériel qui revenait et j'ai fait une estimation une fois comme ça pour voir. En 6 mois, 400 000 euros. Juste de petits matériels, hein, je ne parle pas de gros matériel. Alors là, ça me fait hurler, donc je vais voir mes institutions, mes supérieurs. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont complètement démunis, qu'ils savent pas, voilà, ils n'ont pas le temps. Il y a des choses à prioriser, c'est le soin aux patients, priorité aux patients. Mais tout ça, ce gâchis derrière, moi, ça me... Je peux pas concevoir qu'on peut laisser ça de nos jours comme ça, quoi, vraiment. Donc vos initiatives, c'est super. Donc moi, j'ai envie de faire bouger aussi les choses de mon point de vue et surtout de l'avoir vécu de l'intérieur, en fait.
J'avais travaillé aussi avec une petite ONG qui récupérait aussi du petit matériel. Elle était certifiée, elle était autorisée. Et elle envoyait ça à l'époque, ça faisait 15 ans qu'elle était établie, elle envoyait ça dans un petit village au Mali. Malheureusement, avec la crise politique, malheureusement, elle n'a plus envoyer tout ça. Mais je me suis dit, au moins, voilà, ça sert au moins à quelqu'un. C'était contrôlé, c'était vérifié et c'était envoyé. Mais on peut... Même ça, c'est rare, les petites associations qui arrivent à faire ce genre de choses. Ce que vous dites, c'est que quand on dit que la valeur moyenne d'un matériel médical à 5-7 ans, c'est 5, 10, 15, jusqu'à 20% de la valeur neuve, c'est une ressource financière pour l'hôpital qui, pour l'instant, n'est pas utilisée. Je vous rejoins totalement. Si 100% des matériels, une fois qu'ils ont fini leur première vie, on les valorise, c'est aussi des ressources pour nous. Je vous donne un autre exemple. On a étudié un modèle sur des accélérateurs de particules. Aujourd'hui, en France, chimio ou rayon, vous passez dans un accélérateur de particules. La plupart de ces dispositifs sont utilisés 12 ans. Et au bout de 12 ans, ça coûte très très cher à changer et à démonter parce que vous n'avez pas seulement le matériel, vous avez aussi le béton qui est autour, la salle complète. Et le coût de désinstallation, c'est 250 000 €, avant même de pouvoir acheter et installer le nouveau. Et on avait identifié qu'on avait des acheteurs potentiels, mais pas à 12 ans, à 8 ans. Et on a fait des calculs, et tout simplement, en anticipant la durée de vie de ce dispositif médical, on arrivait à financer, c'était viable financièrement, et donc le médecin français se retrouve avec une machine plus récente en moyenne, seulement 8 ans versus 12 ans. On crée une deuxième vie, des conditions pour une deuxième vie de ce matériel, et cet accélérateur de particules va pouvoir être réinstallé dans des pays qui n'en ont pas. Si on attend 12 ans, il est tellement utilisé, on n'a plus la possibilité de le reconditionner, ça coûterait trop cher. Donc oui, en créant de nouveaux modèles économiques, on peut même, nous, Français, en profiter et avoir une meilleure qualité de soins avec des machines sans doute plus chères, plus récentes et qu'on réforme plus vite. Donc, c'est presque le diable qui se mord la queue. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, merci beaucoup pour la table ronde parce qu'effectivement, d'avoir le réglementaire, la RSE et le financement en même temps, c'est vraiment le cœur du sujet pour essayer d'arranger les choses. Et j'aurais bien voulu vous entendre un peu plus sur les dispositifs médicaux à distance, en remote patient monitoring. Parce que là, c'est déjà énormément de temps. Nous, on a un dispositif médical donc à distance qui est classe 2A. Donc une très grosse réglementation, mais force est de constater qu'en dehors de l'hôpital, c'est très compliqué d'aller vendre ce type de dispositif. Donc le go-to-market est très long. Nous, on a déjà regardé pour l'économie circulaire, comme on pouvait faire. Donc on a 85% de notre électronique qui peut être réutilisée dans le cycle de production. Donc ça, c'est bon. Mais pour autant... j'ai un peu peur quand vous me parlez de réglementation encore sur les dispositifs réutilisés, parce que je me dis, quand est-ce qu'on va réussir déjà à vendre une première fois? Merci. Une réponse synthétique, s'il vous plaît. Oui, synthétique, ça c'est un autre sujet. C'est aussi comment on va réussir à faire comprendre qu'effectivement, la valeur du neuf est peut-être un tout petit peu plus élevée si par derrière, on arrive à valoriser, reconditionner, etc. Et ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, c'est avec le payeur, comment on peut travailler pour que aussi ces éléments soient pris en compte. Il commence déjà à y avoir des choses sur les conditionnements qui soient le plus optimisés possible, etc., etc. Donc, on est sur le chemin, mais effectivement, on a encore quelques marches à franchir. Et juste pour compléter ce que dit Madame Vaugelade, le marché de l'occasion demande de la certification, demande de la législation. Merci Thomas. Il nous reste une minute, un peu moins d'une minute. Allez-y. Bonjour, Codéo Médical. Nous, on réemploie des équipements médicaux, des équipements du pouce-seringue à l'IRM depuis plus de 7 ans à Lyon. On a 1000 mètres carrés dédiés à cette activité et on essaye de faire du réemploi local, donc en France. Donc on cherche des médecins, des pratiquants, des hôpitaux publics privés qui sont prêts à acheter des équipements et on se heurte à un problème culturel en France, pas en Allemagne, où c'est pas encore d'actualité. Comment faire pour faire ce réemploi en local quand on est un acteur français, quand on a envie de s'engager dans cette voie? La réunion d'aujourd'hui en est une première étape. En fait, c'est que comme ça, qu'en allant expliquer et informer qu'on y arrivera.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser la place à la Merci. prochaine table ronde. Et bonne journée à Big.